La meilleure façon d'aborder la ville, c'est aussi par la mer, dans la lumière du matin, entre le Fort Saint-Jean et le Pharaon. Le Vieux-Port, c'est le cœur de Marseille. On m'arrive à aller vivre à la campagne, jamais de la vie. Pour passer un mois et encore, après ça me saoule, c'est trop calme. Moi il me faut une ville que ça bouge, qu'il y a du bruit. Ah ouais, je pourrais pas vivre à la campagne. Pour aller passer des week-ends, avoir une maison secondaire, pour aller passer un mois et encore. Mais vivre, moi je pars pas de Marseille. On a la mer, on a le beau temps, on a le poisson, on a tout. On a tout ce qu'il faut ici. Voilà. D'abord, vous le voyez, hein. Avant les touristes, on n'en avait que pendant les vacances. Maintenant, ils sont là du 1er janvier au 31 décembre. Allez, matinée là de la Redonne. Cette ville, qui fascine autant ses habitants que ses visiteurs, est un enchevêtrement inextricable où se mêlent la passion, le trafic de drogue, la dévotion à la bonne mère, le foot et l'OM, la production de savon, la bouillabaisse et les exilés du monde entier. Mais en réalité, tout est beaucoup plus complexe. Bien sûr, nous parlons de Marseille. Dans les années 30 et 40, ce sont surtout les intellectuels et écrivains allemands et autrichiens, fuyant le nazisme, qui sont venus. Jusqu'à l'occupation par la Wehrmacht, Marseille était le dernier portail ouvert sur la liberté. Allez, ma belle! À Marseille, on vit d'après la devise « D'abord, je suis Marseillais, puis Français. » De nos jours, la ville est considérée ingouvernable, comme le journal Le Monde l'a écrit dans ses colonnes. La guerre des gangs, le trafic de drogue, le chômage des jeunes et la pauvreté des émigrés et exilés caractérisent l'image de la ville, surtout des quartiers nord. Même l'Office de tourisme met en garde les visiteurs contre ces quartiers. Jean-Claude Izzo, journaliste et écrivain, a formulé de façon drastique: Pour se retrouver dans des quartiers dangereux, il faut soit être perdu, soit avoir perdu la raison, à moins d'être un flic ou un travailleur social. Jean-Claude Izzo est mort en 2000. Son fils, Sébastien, connaît les endroits préférés de son père. Le bar des 13 coins était ma cantine, dit le commissaire Fabio Montal. Jean-Claude Izzo aussi y a souvent bu son pastis et écrit. Je suis né à Martigues, mais ça fait plus de 30 ans que je suis à Marseille. J'ai ma vie à Marseille, je ne pourrais pas me passer de Marseille. Comme mon père, quand il a commencé à écrire, ne vivait pas à Marseille, tous ses livres, il les a écrits de mémoire. Et en fait, quand il descendait à Marseille me voir ou voir sa mère, là, il descendait, puis le soir, il allait au resto, il allait au bar des maraîchers. Jean-Claude Izzo est le modèle même du Marseillais. Moitié italien, moitié espagnol, avec le sang arabe et les olives des deux côtés de la Méditerranée. Il reflète l'image actuelle de la ville par son interprétation du commissaire Fabio Montal dans les romans Soléa, Chourmeau et Total Kéops, sa trilogie marseillaise. Les aventures de Fabio Montal sont traduites dans presque toutes les langues. La trilogie s'est vendue en millions d'exemplaires. En Italie, Izzo connaît un grand succès, sans doute parce qu'il a donné à son commissaire le nom du prix Nobel italien Eugenio Montal. Et Zinedine, demande Leila Sebar dans son carnet de voyage. Comment pourrais-je savoir que mon fils a été partout dans le monde appelé Zidane et qu'il était aussi connu que De Gaulle? À l'époque, je disais à son père, il n'a que le foot dans la tête toute la journée. Ce n'est pas assez. Comment pourra-t-il un jour gagner de l'argent? Zidane a grandi comme fils d'immigrés algériens dans le quartier difficile de la Castellane. Le jeune Zidane y a été connu comme Yazid,
C'est plus tard qu'il sera connu avec le surnom de Zizou. Mais une vraie bouillabaisse se trouve au port des pêcheurs, dans les Calanques, en direction des Goudes, là où Fabio Montal avait sa cabane de pêche. Ma famille est au Goudes depuis 1830. On est originaire de pêcheurs et d'ouvriers, parce qu'au Goudes, il n'y avait que ça avant. Depuis 15 ans, 20 ans, il y a un engouement pour les Goudes qui a fait que les maisons ont flambé et qui a fait qu'on est très convoité par les Marseillais. On retrouve notre village l'hiver, parce que l'hiver, étant donné qu'il n'y a plus personne, on retrouve un peu l'esprit qu'il y avait avant toute l'année. Parce qu'on est 350 l'hiver et on passe à 2000-2500 l'été. On essaie d'avoir le travail le plus sincère, c'est-à-dire qu'on a une cuisine qui est ouverte sur la clientèle. Les produits qui sont à l'entrée, en l'occurrence les produits de la mer qui sont à l'entrée, qui sont présentés non écaillés, non vidés. Et les bouillabaisses qui sont présentées crues, marinées au safran. On n'est que sur des variétés reines de poissons de bouillabaisse. Les variétés reines de poissons, il y en a 8, c'est pas moi qui le dis, c'est les pêcheurs. C'est rascasse, rascasse blanche, chapon, galinette, vive, Saint-Pierre, fielas, mostel. Il n'y en a que 8. La langouste, on ne met pas dans la bouillabaisse. C'est juste un argument pour pouvoir la vendre plus cher. Le seul crustacé qu'il y a dans la bouillabaisse, moi mon père la faisait comme ça et je la fais aussi comme ça, c'est la favouille, les trilles, le crabe. C'est le seul crustacé qu'il doit avoir dans la bouillabaisse. Petit oignon comme ça. Petit oignon cuit un peu caramélisé là. Ouais. Et c'était très bon. C'était très très bon. L'origine de la bouillabaisse est obscure. Les Marseillais jurent être les premiers à avoir cuisiné ainsi le poisson. Dans la mythologie romaine, il existe une autre histoire. Vénus aurait inventé une soupe de poisson avec beaucoup de safran pour endormir son époux Vulcain et aller batifoler avec Mars. Chez mes parents, on l'a mangé pas à table. On l'a mangé autour de la bouillabaisse, on était un peu assis comme un canne de gigane et on mangeait la bouillabaisse. C'est très populaire la bouillabaisse. Maintenant, nous, on l'a embourgeoisée. La bouillabaisse se mange avec des billes de nappe blanches, mais on n'est pas en harmonie avec ce qu'elle représente. Maintenant, on fait bien manger une bonne bouillabaisse, mais pour moi, la bouillabaisse, elle se mange assis sur une marche d'escalier, en train de rigoler, de boire. C'est comme ça qu'on mange le bouillabaisse. Et là, à mon sens, c'est les mêmes meilleurs, la bouillabaisse comme ça. Anna Zegers a décrit la situation des réfugiés dans son roman Transit. Elle vivait avec ses enfants, Ruth et Pierre, à Marseille, dans la peur omniprésente de se faire arrêter. Le visa, les bons documents, le bon tampon étaient nécessaires pour pouvoir vivre dans la ville. Ici, c'est le vieux port tel qu'il était autrefois. Les bateaux, c'est des bateaux de pêche. Un très petit nombre de bateaux de plaisance, il n'y en avait pratiquement pas. Et puis le fameux pont transbordeur qui permettait de charger les navires, les cargos, avec de la marchandise qu'on amenait d'un quai à l'autre. Soma Morgenstern, un des réfugiés, écrivait dans son journal intime. J'ai un visa chinois, 7 visas portugais, 2 visas espagnols, un visa brésilien et 2 fois le visa le plus sacré pour les États-Unis dans mon passeport. Il serait une œuvre d'art graphique qui ressemblerait à un traité entre 2 puissances mondiales. Et en même temps, c'est 2 fois mieux que rien. Il est périmé. Moi-même, je suis périmé. Plus validé. Fatigué d'être sauvé. Un jour, Anna Zegers voulait faire plaisir à son fils Pierre et l'a invité dans une pizzeria qui accepte les bons pour le pain. Une fois les anchois, les tomates et les olives sur la pizza, il a été déçu. Il s'attendait à une tarte sucrée. C'est ce qu'on sert. Ça peut choquer certaines personnes qui voient les pizzerias et quand ils voient qu'il n'y en a que 2 sortes de pizza, ça les interpelle. Il y en a qui sentent bon, qui disent « non, nous on voulait manger des pizzas traditionnelles, on va dire ». Alors on reste plus que nous on fait la pizza basique, anchois et fromage. Écoute-moi. Je veux te dire une chose.
Maintenant, il a la carte où il a marqué les prix parce qu'il est obligé, je crois, mais à une époque, c'était vraiment à la tête du client, quoi. Moi, ça m'est arrivé de payer chez Étienne 12 € le repas et le voisin d'à côté, pour la même chose, de payer 60 €, quoi, hein. Voilà. Ici, c'est une institution. C'est un lieu d'amitié. Le lieu, c'est l'amitié. Il faisait des additions sur le coin de la table. Donc, selon la tête que tu avais, tu payais plus ou moins cher. J'entends des vieux clients qui viennent et qui disent, à l'époque, ton père, on mangeait avec des gens qu'on ne connaissait pas, puis nous, on était du quartier, donc il faisait un prix, puis ceux qui n'étaient pas du quartier, ils payaient un peu plus cher. C'était un peu sa signature, quoi, sa marque de fabrique, on va dire. Ça a beaucoup marqué les Marseillais. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est vrai. Les ex-voto, dont les représentations des eaux guéries, de naissances heureuses, de maladies soignées et de tempêtes de mer passées, couvrent les murs de la chapelle, symbolisant la force miraculeuse de la Madone. Chaque jour, le restaurant concocte une spécialité différente. Vous êtes combien? Mardi, nous avons des nems. C'est un repas du Vietnam. Et mercredi, nous avons le filet de dorade. Et jeudi, aujourd'hui, c'est couscous. Et demain, vendredi, c'est de l'aïoli. Oui, oui. Il y a des gens qui viennent exprès pour... La veille, on prépare déjà les légumes, couper les légumes, la viande aussi, couper la viande, le sauté d'agneau et puis le poulet. Après, je le marine avec les épices de couscous la veille. Et je les laisse au frigo. Et le lendemain, je le fais un bouillon enfin, avec tous les épices de couscous. Et c'est là que je mets au fur et à mesure à cuire en fonction des légumes qui cuisent vite et les légumes qui cuisent moins vite, moins rapidement. Oui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quand même? Et alors? Et alors? Je suis une pèlerine sur le chemin de Saint-Jacques et je voudrais savoir si vous pouvez m'accueillir ce soir. J'ai une crédentiale. On va se tutoyer. C'est ce qu'on va faire. Oui. Il y a une soupe à l'ail. Hein? Oh, quelle bonne idée. Oui, ça le fait ou pas? Ah oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Même. Jackie Alter a fait plusieurs fois le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, il accueille gratuitement des pèlerins dans sa maison à Marseille et leur offre de la soupe. Ça nettoie le sang, ça nettoie, ça donne de l'énergie, ça nettoie surtout. C'est très 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 bon pour la santé. Là. En Espagne, dans tous les jardins, il y a au moins une courgette, quoi. Enfin, une carotte, si tu en as une sous la main, et ça va. Là, c'est du luxe déjà, hein, de mettre ça. Enfin, de luxe. Ça fait pas de mal, hein, le luxe, des fois.
il fait froid. On n'en meurt pas, on est d'accord. Mais c'est tout de même plus sympa d'avoir des fois un matelas, même par terre. Et tout ça, avec ma compagne, on s'est dit, il faut qu'on ouvre quelque chose à Marseille. Et avec notre ami le curé, il ne faut pas l'oublier, celui-là. Il est terrible, celui-là. C'est mon ami, notre ami. Il faut ouvrir quelque chose à Marseille parce qu'il n'y a pas. Bon, on habite dans cette maison. En plus, c'est notre maison. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'accueillir du monde, quoi. Enfin, je sais pas, moi, enfin, tu me dis, hein, moi je veux tout entendre. La pèlerine est ravie. Merci. Oh, c'est super. Bon, les enfants, je vais vous dire bon appétit. Merci beaucoup Merci, de votre bon accueil. appétit. Merci, merci. C'est une bonne tête, on verra. Après un bombardement sur le bar de Lyon, lequel était surtout fréquenté par des soldats allemands, Himmler déclara « La solution radicale est absolue » à Marseille. Quelques jours plus tard, en janvier 1943, la destruction commença au nord du Vieux-Port. Dans ce quartier de maisons closes et de criminels vivaient surtout des juifs, des gaullistes, des déserteurs, des réfugiés, des trafiquants de drogue et des résistants. Plus de 20 000 personnes perdirent leur maison. Les spéculateurs immobiliers furent contents d'une telle aubaine. Robert Vaucher, journaliste suisse pour la Gazette de Lausanne, fut l'un des premiers qui visita le quartier 2 jours après la fin du bombardement. Les explosions ont cessé, le silence règne. Je n'ai croisé personne sur mon chemin, sauf des chats bien décidés à rester. C'était une partie importante de la ville. C'était tout un côté du Vieux-Port qui était consacré à ce vieux quartier, à ce quartier du Vieux-Port, où il y avait des bruits, des couleurs, des fruits, malgré les restrictions, des cris, du linge qui était suspendu d'un côté à l'autre de la rue. Et puis là, on voit très bien la manière dont le linge était disposé. Je pense que ces photos ont été prises dans des rues qui ont été détruites par la suite, pendant la guerre, par les Allemands. Il n'y a peu de maisons qui n'ont pas été détruites au panier, comme celle de Georges Bataille, montée des Accoules. Il faut apporter son propre savon, même dans les meilleurs hôtels. Se plaignait Mark Twain dans Le Voyage des Innocents. Les Marseillais font la Marseillaise et du savon de Marseille pour le monde entier. Mais ils ne chantent jamais leur hymne, ni ne se lavent avec leur savon. À Marseille, la moitié du savon de luxe que nous utilisons aux États-Unis y est produit. Mais les habitants de Marseille n'ont qu'une vague idée de son mode d'emploi. Le savon, il faut surtout qu'il soit tout le temps pur végétal. Ça veut dire qu'il n'y a que des huiles et pas des graisses animales à l'intérieur. Vous avez le blanc pur végétal aux huiles végétales blanches, souvent palme ou copra, et après, qui est principalement pour le linge ou pour se laver les mains, plus détachant pour la lessive. Et après, vous avez le vert à l'huile d'olive, qui est souvent utilisé pour le corps. Mais vous pouvez aussi laver le linge avec. Mais le blanc est plus facile à rincer pour la lessive. Il faut qu'il soit à 72% d'huile.
ça soit un savon pur végétal. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de savons qu'on trouve dans le commerce ou dans les grandes surfaces sont faits à base de graisse animale et viennent de l'étranger et ne sont pas fabriqués à Marseille. Anna Segers et sa famille espéraient fuir en bateau vers la liberté. L'ambiance apocalyptique à Marseille en 1940 s'alimenta jour après jour par des histoires absurdes sur des tentatives de fuite ratées, des idées de bateaux fantaisistes et de capitaines romanesques, de visas pour des pays introuvables sur des cartes géographiques et de passeports pour des États qui n'existaient plus. Soma Morgenstern, écrivain juif autrichien, a pu lui aussi quitter l'Europe depuis Marseille. Les papiers les plus absurdes ont été vendus aux nouveaux venus, comme un faux passeport avec un visa pour le Congo belge, qui n'aurait été valable qu'après la fin de la guerre. Les Américains étaient prêts à accueillir des exilés, mais seulement s'ils étaient politiquement irréprochables, donc pas de gauchistes ou de communistes. Anna Segers a écrit Transit, le roman le plus connu sur la situation des exilés. Elle habitait avant son départ à l'hôtel Hommage. Ulrich Fuchs, responsable de la programmation de Marseille-Provence 2013, a créé le projet de mémoire, ici même. Trouver exil à Marseille, et je trouve que c'est une bonne façon de raconter, et pour la jeune génération, et pour ceux qui ont encore vécu cette période difficile de la ville, cette histoire. Et cette situation parfois triste et toujours décevante et toujours tendue, c'est très bien décrit dans son roman Transit. Finalement, Anna Segers et sa famille fuient le fascisme et après la guerre, elle est rentrée en Allemagne. Le 14 août 1940, Varian Fry, jeune journaliste américain, arriva à la gare Saint-Charles. Il avait 200 visas et $3000 dans ses poches et une référence d'Eleanor Roosevelt. Je quittais les États-Unis, les poches pleines de listes de noms d'hommes et de femmes que je devais sauver. Il installa son premier bureau à l'hôtel Splendide, à côté de la gare, et espérait finir sa mission en moins de 6 mois. Avant la fin de ma première semaine à Marseille, la rumeur courait dans la zone non occupée qu'un Américain de New York était venu, un ange tombé du ciel, le sac plein d'argent et de passeports, pour procurer chaque visa nécessaire. Il y avait pas mal de gens qui ont beaucoup bossé, travaillé pour la sortie des réfugiés qui étaient exilés à Marseille, mais il faut dire aussi que malheureusement, pas mal de gens n'ont pas pu ni payer les visas ou les passages en bateau. Fry a pu sauver 1800 persécutés, comme Max Ernst, Heinrich Mann, Anna Segers, Claude Lévi-Strauss et André Breton. Personne ne l'a remercié. Après 13 mois d'aide intensive, Fry a été arrêté par la police française grâce à une source de l'ambassade américaine, puis expulsé aux États-Unis. Quelques policiers patrouillaient près de la porte de l'hôtel Splendide.
Le hall d'accueil était chaleureux. Tout le monde était ensemble dans ce grand hall, agrandi par des miroirs, des hommes de Vichy, propres et repassés, des hommes de la commission allemande, des agents italiens. Anna Zegers, avec sa famille, quittait l'Europe à bord du capitaine Paul Lemerle. Il s'y trouvait aussi Claude Lévi-Strauss, André Breton, ainsi que des écrivains antifascistes tels que Victor Serge. Le 25 mars, nous nous embarquâmes à bord du capitaine Paul Lemerle, une coquille de noix pourrie jusqu'aux machines. Grâce à sa situation tout à fait au sud de la France libre, Marseille représentait pour nombre de réfugiés la dernière chance de quitter le pays occupé par la Wehrmacht. Ils essayaient tous d'obtenir le visa salvateur en faisant la queue devant les consulats. On avait aménagé en France des camps pour étrangers, comme celui des Milles près d'Aix-en-Provence. C'est ici que le mari d'Anna Zegers était interné, comme de nombreux écrivains et artistes. Parmi eux, Léon Feuchtwanger, ainsi que Golo, le fils du prix Nobel de littérature, Thomas Mann. Au début, tout Allemand âgé de 17 à 65 ans devait se présenter aux Milles, ce qui a engendré une composition hétéroclite dans le camp. Il s'y trouvait des membres du Parti national-socialiste, pur et dur, en vacances sur la Côte d'Azur, et des Allemands, membres de la Légion étrangère, française, parfois hautement décorés. Des Alsaciens d'un certain âge qui avaient eu la malchance d'être nés à l'époque wilhelmienne dans une Alsace allemande, ou même un jeune noir issu de la colonie allemande du Cameroun. Dans son journal intime, Goloman, le fils de Thomas Mann, a résumé ainsi le temps passé au camp. Des plus expérimentés que moi disent qu'ici, c'est pire qu'à Dachau. Évidemment, c'est absurde. Mais ce qui me paraît une évidence, c'est que les Allemands organisent la cruauté de façon propre et minutieuse. Les Français sont capables, sans beaucoup de réflexion, de pousser leur je m'en foutisme et leur incapacité jusqu'à la cruauté. Au début, c'était avant tout l'absurdité d'être interné par un régime républicain français alors qu'on était antifasciste et proche de la République et anti-nazi. Bon. Et puis, très vite, l'entassement, la bureaucratie, la saleté, le manque d'hygiène et donc des maladies, le manque de nourriture, aussi beaucoup de tensions. Il y a eu jusqu'à 38 nationalités avec des sensibilités politiques différentes, des socialistes, la vie affective, intellectuelle, politique a continué ici avec toutes ces tensions, évidemment, qui étaient exacerbées par l'inquiétude, l'angoisse. Je pense que c'est à la fois l'absurde, la saleté et l'angoisse qui résument bien cette période. Et puis petit à petit, ça a été évidemment la dureté de plus en plus grande de l'internement, des gardiens. Et quand on est passé à la période de Vichy, encore plus la période des déportations, l'angoisse est devenue maximale. L'expression artistique a traduit de plus en plus cette inquiétude et cette angoisse, plus que simplement, je dirais, l'absurdité. Et puis jusqu'aux tragédies qui ont évidemment fortement marqué les internés, en particulier au moment des déportations et donc des suicides nombreux qui ont eu lieu à ce moment-là pour échapper aux déportations. Kantorowicz a également été sauvé par Varian Fry. Anna Zegers et lui ont voyagé sur le même bateau. Les passagers du capitaine Paul Lemerle pouvaient, du pont arrière, apercevoir Notre-Dame de la Garde s'éloigner. Ils ne pouvaient pas encore, à cette époque, voir la tour de bureau construite par l'architecte Zaha Hadid pour la compagnie maritime CMA-CGM, qui domine aujourd'hui l'entrée du port de Marseille. Après plusieurs semaines de mer, ils arriveront aux Antilles. De là, certains réussiront à rejoindre New York. Mères qui avaient perdu leurs enfants, enfants qui avaient perdu leur mère, résidus des armées décimées.
esclaves échappés à leurs chaînes, troupeaux humains, chassés de tout pays et qui arrivaient finalement à la mer, où ils se précipitaient sur les bateaux d'où ils seraient de nouveau chassés. Tous fuyaient devant la mort, jusqu'à la mort.